Bonjour à tous, Sophie Mouquin, je suis l'une des auteurs du dernier ouvrage paru aux éditions Citadel et Masno et je vais vous le présenter de manière synthétique et je l'espère claire. Alors cet ouvrage, qui est le 50e de la collection, est né de la volonté de Geneviève Rudolph, éditrice avec laquelle j'avais déjà collaboré en 2011 pour une anthologie de textes consacrés à la sculpture que j'avais réunie avec Claire Barbillon dans un ouvrage intitulé « Écrire la sculpture ». Et Geneviève Rudolph a eu la belle idée de se ressaisir d'un des grands succès des éditions Citadel et Masno, que sont les arts décoratifs en Europe de la Renaissance à l'art déco. Alors ce sujet avait donc déjà été traité par les éditions Citadel et Masno. Entre 1992 et 1994, le docteur Alain Gruber, qui était médecin, qui est décédé récemment, avait réuni autour de lui toute une équipe de savants et d'érudits pour réaliser donc une synthèse sur l'histoire des arts décoratifs, 3 volumes consacrés à 3 périodes chronologiques différentes, et un panorama des arts décoratifs envisagés sous le prisme de l'ornement. Le choix éditorial que nous avons fait, vous allez le voir, est sensiblement différent, même si bien sûr celui d'Alain Gruber était tout à fait justifié et intéressant. Pour mener à bien ce projet, nous avons créé une petite équipe avec donc 3 auteurs. Tout d'abord Agnès Boss, qui est archiviste paléographe, docteur en histoire de l'art, actuellement professeure à l'université de St Andrews en Écosse, une des meilleures universités de Grande-Bretagne dans le domaine de l'histoire de l'art, et qui était auparavant conservatrice du patrimoine en charge des objets d'art de la Renaissance au musée du Louvre. Elle a d'ailleurs récemment publié le catalogue du mobilier du Moyen-Âge et de la Renaissance du musée du Louvre. Et donc Agnès Boss s'est chargée de toute la partie Renaissance de l'ouvrage. Ensuite Salima Elal, qui est conservatrice du patrimoine, en charge de la collection des objets d'art du musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est une spécialiste du collectionnisme. Elle a notamment été l'un des commissaires de la très belle exposition Jacqueline de Lubac, qui s'était tenue à Lyon il y a quelques années. Et puis moi-même, Sophie Mouquin. Donc Salima Elal s'est chargée, pardonnez-moi, de la période 20e siècle, donc 1890-1940, puisque dans le domaine des arts décoratifs, la césure ne s'opère pas en 1900, mais en 1890, au moment de l'apparition de l'Art Nouveau. Donc elle s'est occupée de toute la partie de l'Art Nouveau jusqu'à l'Art déco. Et puis donc moi-même, Sophie Mouquin, je suis docteur en histoire de l'art, maître de conférence à l'université de Lille, et spécialiste des arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du décor, des matières, des matériaux. J'ai beaucoup travaillé sur le marbre. Voilà, et je me suis occupée donc de la direction de l'ouvrage et j'en ai écrit l'introduction, les parties sur le XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle. J'ai étendu un peu mon champ chronologique habituel et également la conclusion. Pour cet ouvrage, nous avons donc souhaité à la fois nous ressaisir d'un sujet magnifique et en même temps l'envisager de façon différente. Pour une raison simple, d'abord il ne s'agissait pas simplement de mettre à jour la publication d'Alain Gruber, mais bien de l'envisager à nouveau frais. Et puis surtout parce que l'historiographie s'est depuis quelques années considérablement enrichie dans le domaine des arts décoratifs. Les arts décoratifs, pendant des années, ont été un peu les mal-aimés de l'histoire de l'art. Vous préférez s'intéresser aux plus nobles beaux-arts qu'aux arts décoratifs considérés comme mineurs, une distinction que, évidemment, nous n'opérons pas. Et à partir des années 90, après donc avoir été délaissés par les historiens de l'art, notamment du monde académique, les arts décoratifs ont intéressé des jeunes chercheurs qui ont investi ces champs nouveaux et inexploités. Et donc nous bénéficions aujourd'hui d'une trentaine d'années d'érudition, d'études savantes, scientifiques, qui permettent donc d'envisager l'histoire des arts décoratifs de façon différente d'il y a 30 ans, 28 ans pour être précise. Et donc nous avons souhaité que la colonne vertébrale intellectuelle de cet ouvrage
repose sur 5 points majeurs que je vais très brièvement vous exposer. Donc c'est un panorama, hein, j'y reviendrai, mais ce n'est pas une encyclopédie, il n'y a pas de vocation d'exhaustivité, mais c'est un panorama qui s'appuie sur 5 points essentiels. Tout d'abord, la question de la circulation et des échanges qui nous paraissait vraiment primordiale, tant pour les modèles que pour les techniques, que pour les hommes. Je donne un seul exemple, de toute évidence, l'Orient a fécondé l'Occident dans le domaine des techniques, et cela n'aurait pas été possible sans la circulation des techniques et des hommes. Deuxième point, la question des matériaux et des techniques, justement. Alors, pour 2 conservatrices du patrimoine et une historienne de l'art attachée à la matière, nous ne pouvions pas ne pas envisager la question des matériaux et des techniques, et donc nous nous sommes efforcés d'en oublier aucune, envisageant à la fois la question des arts du métal, orfèvrerie, argenterie, bronze doré, la question des arts du bois, menuiserie, ébénisterie, les arts du feu, tout ce qui relève de la céramique, porcelaine, faïence, grès, etc., mais aussi l'émail, le verre, la question des arts du fil, tapisserie, tapis, textile, d'ameublement comme vêtements, hein, ça c'est un champ qui a beaucoup progressé ces dernières années, et puis également les arts du papier. Nous n'avons pas privilégié l'ornement, mais nous ne l'avons pas oublié, et notamment tout ce travail des ornementistes, qui est souvent un préalable à la fabrication des objets d'art. Donc, deuxième point, les matériaux et les techniques. Troisième point, les usages et les fonctions. Là aussi, un objet d'art n'est pas fait in abstracto d'un usage ou d'une fonction spécifique. Un bureau, par exemple, si beau soit-il, n'est pas fait pour la seule délectation des yeux. Il est également fait pour servir de support à l'écriture. Et donc, nous nous sommes efforcés de démontrer également cette évolution même du cadre de vie et des habitudes de vie, les progrès qui nécessitent parfois des inventions nouvelles voilà, dans le domaine des usages et des fonctions. Quatrième point, lié au précédent bien sûr, la question de l'évolution des formes et des styles. Alors ça c'est plus traditionnel comme façon d'envisager les arts décoratifs, mais grâce à l'enrichissement historiographique récent, nous avons pu parfois nuancer certaines affirmations ou au contraire confirmer d'autres. Et puis cinquième point, la variation du goût et le rôle des collectionneurs et des marchands, qui bien sûr est absolument déterminant dans cette diffusion des arts décoratifs. Alors ces 5 points, donc échange et circulation, matériaux et techniques, usages et fonctions, formes et styles et goût et rôle des marchands et des collectionneurs, sont vraiment cette colonne vertébrale intellectuelle de l'ouvrage, mais bien sûr, le propos est complété par une iconographie dans la plus pure tradition des éditions Citadel et Masseneau, extrêmement riche, avec de très belles photographies de pleine page, des détails aussi parfois magnifiques qui permettent de goûter au plus près des objets la beauté de leur réalisation et justement leur spécificité technique. Voilà, donc plus de 600 illustrations qui viennent soit, on va dire, souligner notre propos, soit encore l'enrichir. Toutes ces illustrations sont commentées et nous avons fait le choix, là aussi c'est vraiment un choix éditorial, de mêler à la fois de grandes icônes, des œuvres très célèbres, attendues à juste titre dans un ouvrage tel que celui-ci. Je songe par exemple à la première commode, ou ce qu'on considère comme étant la première commode de l'histoire du mobilier, qui est la paire de commodes qui a été livrée pour le roi Louis XIV à Trianon par André-Charles Boulle. Bien sûr, elle figure dans l'ouvrage. Donc voilà, les grandes icônes, la salière de Benvenuto Cellini, etc. Mais à côté de ces grandes icônes attendues, figurent des pièces moins connues de collections publiques, voire des pièces méconnues de collections privées. Ça nous semblait important de faire aussi découvrir des objets, et puis d'être au plus près de l'actualité du marché de l'art, puisque sont illustrées des œuvres qui viennent à peine d'être acquises par les musées. Je songe par exemple à un très beau plateau produit par la manufacture de Sèvres au début du XIXe siècle, et qui vient d'être acquis par la Cité de la Céramique de Sèvres.
Voilà, donc un choix d'illustration, une fois de plus, dans la plus pure tradition des éditions Citadel et Masno, qui est vraiment le complément et l'aboutissement, on va dire, du propos, est absolument essentiel à la réussite de cet ouvrage. Et le tout, il faut le souligner, magnifiquement maquetté. Je le dis d'autant plus que pour les arts décoratifs, c'est complexe, puisque ce sont des œuvres de nature, de format, de techniques très très différents. Et donc la maquette était un défi que le maquettiste a relevé avec grand talent, et nous lui en sommes très reconnaissantes, car sans lui, l'ouvrage ne serait pas aussi beau qu'il ne l'est. Donc l'ensemble compose une synthèse et non pas une encyclopédie, je le redis. Nous avons vraiment essayé de tenir ce double langage, ces deux points d'appui que sont l'érudition d'une part, c'est-à-dire que notre propos se fonde sur des ouvrages érudits et savants, mais également l'accessibilité de l'autre. C'est-à-dire que normalement, l'ouvrage est vraiment destiné à la fois à des connaisseurs, qui, voilà, ne vont peut-être pas découvrir grand-chose, bien que parfois, nous l'espérons quand même, mais en tout cas qui vont trouver tout ce qu'ils espéraient trouver dans un ouvrage tel que celui-ci, qui est une synthèse, au plus près de l'actualité de la recherche, et en même temps de simples amateurs, des amateurs qui ne sont pas du tout des connaisseurs, qui peut-être même simplement ouvriront l'ouvrage par curiosité, des curieux, mais qui, sans rien connaître aux arts décoratifs, pourront cependant suivre totalement le propos. Hein. Donc c'est un ouvrage à la fois érudit et accessible. Hein, il était très important pour nous, en tout cas, enfin, c'était notre ambition, voilà, nous espérons l'avoir réussi, mais c'était vraiment notre ambition que de permettre cette diversité aussi du lectorat. Une fois de plus, ce n'est pas un ouvrage réservé à des érudits, ni à des néophytes, il est vraiment fait pour un public très varié. Et donc l'ensemble est vraiment cet assaggiamento, comme disent les Italiens, c'est-à-dire qu'il donne ce goût, hein, au plus près des œuvres, une fois de plus, dans la diversité des techniques, des époques, des styles, des lieux de production, et qui retrace une histoire, cette histoire qui est celle de l'amour de la matière, du savoir-faire de la main, du secret d'atelier, et puis bien sûr de la passion des artisans, des artistes, des créateurs, et des amateurs et des collectionneurs. Et en conclusion, j'ai souhaité essayer de me ressaisir de tout ce que nous avions pu développer dans l'ouvrage, et en même temps de donner un peu un point de vue personnel sur les arts décoratifs, que j'envisage sous 3 axes différents, à la fois comme étant un art du dialogue, comme étant une continuité dans la variation, et une histoire des hommes. Art du dialogue d'abord. En effet, les arts décoratifs par excellence sont des arts du dialogue, dialogue des cultures, une fois de plus, des formes, des techniques, des hommes. Et d'ailleurs, Amin Aga Khan, qui a écrit la préface de cet ouvrage, reprend cette idée dans sa préface et dit qu'il se considère lui-même davantage comme un homme de dialogue que comme un collectionneur. Donc les arts décoratifs comme art du dialogue, les arts décoratifs comme continuité dans la variation. Alors ça nous semblait vraiment extrêmement important. Je partage pleinement cet avis avec Agnès Boss et Salima Elal. Très souvent, les historiens de l'art, ou trop souvent, les historiens de l'art sont un peu enfermés dans leur champ d'études. Voilà, ils sont bien, on va dire, restreints à leur champ d'études, à leur champ chronologique, à leur champ thématique. Or, lorsque l'on envisage une grande synthèse comme la nôtre, on se rend bien compte qu'il n'y a pas ces phénomènes de rupture que si souvent, par commodité intellectuelle, on peut créer, et que les choses ne basculent pas brutalement de la Renaissance vers le XVIIe ou du XVIIe vers le XVIIIe. Et donc il y a des phénomènes de continuité, de variation aussi dans cette continuité, mais bien de continuité. L'exemple le plus connu, c'est celui de la reprise par l'Art nouveau des lignes souples, continues et ayant pour base la nature, qui sont celles de l'art auriculaire. L'art nouveau est un art de la fin du XIXe, l'art auriculaire du début du XVIIe siècle, et pourtant il y a entre ces deux arts des phénomènes de reprise, de citation. Ça n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est bien une continuité dans la variation.
Et puis troisième point, c'est une histoire des hommes. C'est l'histoire des créateurs comme des amateurs, avec ce rôle clé des collectionneurs. Donc là, je lance un peu un vœu, j'émets un vœu en tout cas, qui est qu'une jeune génération de collectionneurs puisse naître et se lever pour se saisir de ce beau sujet que sont les arts décoratifs. Les arts décoratifs ont toujours bénéficié depuis le début de l'humanité quasiment, de grandes figures de collectionneurs d'art décoratifs qui ont formé pour la plupart d'ailleurs le noyau des collections des grands musées que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit que le goût pour les arts décoratifs est moins affirmé, en tout cas chez les jeunes générations. Et il faut souhaiter qu'une nouvelle génération se lève pour donc se saisir de ce beau sujet et continue ainsi les grandes figures qui sont encore vivantes aujourd'hui. Je pense à Hélène David-Weill par exemple, que je cite à la toute fin de la conclusion et qui déclare que pour elle les arts décoratifs c'est la vie. Voilà, donc puisse une jeune génération de collectionneurs se lever, peut-être parmi les lecteurs. En tout cas nous le souhaitons, et nous souhaitons que le lectorat varié et nombreux pourra se délecter tant à la lecture du texte qu'à la contemplation de la belle iconographie qui vient l'illustrer ou le compléter. Voilà, bonne lecture et à très bientôt.